Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans notre Café des Sports. Il ouvre ses portes en nocturne ce vendredi pour la très bonne cause. Vous qui nous écoutez, vous êtes nombreux évidemment en Afrique, vous avez ouvert grand vos oreilles pour suivre sur nos antennes les deux premiers quarts de finale de la CAN 2025. Vous avez peut-être versé une petite larme après l'élimination des Lions indomptables. C'était il y a quelques minutes. Le Cameroun est tombé face au pays hôte, le Maroc. Le duel de fauves qui vient de se terminer à Rabat. Joseph-Antoine Bell, la légende, sera là pour analyser la défaite 2-0 face aux Lions de l'Atlas. Quant à Rémi Ngono, il est en place, lui, pour nous dire tout le bien qu'il pense de l'arbitre de la rencontre. Salut mon cher Rémi. Salut, et à tous les auditeurs également. Je vous salue et surtout, vous avez pu le constater depuis le début de cette compétition. On a constaté qu'on a changé des arbitres à la dernière minute et celui-là était bel et bien en mission, il ne s'est pas caché. Donc à une certaine période, il faudrait que la Confédération africaine de football devienne quand même sérieuse lorsqu'on voit le nombre de fautes qui n'ont pas été sifflées, lorsqu'on voit les cadeaux qui ont été accordés au Maroc qui pourtant avait des forces pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on a vu un arbitrage maison et malheureusement, il y a toujours un proverbe africain que on ne prend pas un faucon pour être le juge au procès des poules. Eh bien Rémi, quelques minutes après une défaite des Lions indomptables, c'est quelque chose. Le Maroc donc file lui en demi-finale, tout comme le Sénégal. Le coup de griffe d'Iliman Ndiaye pour envoyer les Lions de la Teranga dans le dernier carré de la CAN. Iliman Ndiaye, unique buteur du choc des voisins face aux Maliens. Des aigles cloués au sol, plombés par leur gardien et leur capitaine. Notre capitaine est avec nous. Pas du genre à abandonner son équipe. Lui, un ancien demi-finaliste de la CAN, médaille de bronze il y a 10 ans sur le podium, l'ancien léopard Youssouf Mouloumbou. Salut Youssouf. Salut, bonsoir à tous. Vous allez bien? Bon. Vous avez digéré la défaite et l'élimination de la RDC depuis quelques jours déjà. Ouais, ça y est, j'ai fait le deuil. Mais aujourd'hui, on a encore un coup de massue avec l'Afrique centrale et le Cameroun qui nous lâchent. Donc c'est compliqué, mais bon. Bon, au Lakers, hein. Voilà. On va quand même essayer de sourire et d'ambiancer le café des sports au menu de ce numéro de Radio Foot également. Les deux autres quarts de finale qui arrivent demain. Le défi notamment des tenants du titre, les Ivoiriens, opposés aux Pharaons de Mossala. Les stars sont au rendez-vous lors de la CAN. Bon, pour ce soir, en ce qui concerne le Café des Sports, c'est plutôt l'équipe des remplaçants, vous l'aurez compris. Annie Gasnier est sur le chemin du retour. Et puis dans le rôle de Frédéric Suto, on a débauché un certain Victor Bissistrano ce soir. Salut Victor. Salut Hugo, bonsoir à toutes et à tous. Radio Foot, Claude Battista, notre remplaçant de luxe à la réalisation. C'est parti. Vivez la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec RFI. La rencontre débute sous les vivas. Vous l'entendez avec un premier long ballon de Naïef Aguerd à destination d'Ayoub El Kaabi. Et c'est tout de suite récupéré par Nouto, le capitaine du soir. Les Marocains qui évoluent en blanc, les Camerounais dans leur couleur traditionnelle, vert, le maillot rouge et les chaussettes jaunes. Les Marocains qui s'empressent en tout cas d'attaquer, ils sont tous dans le camp des Camerounais, vous l'entendez, l'ambiance Salut qui est exceptionnelle ce soir. C'est sûrement la meilleure ambiance depuis le début de la compétition pour les Marocains, j'entends bien pour les Marocains. Le ballon dans les pieds d'ailleurs des Lions de l'Atlas avec Achraf Hakimi qui cherche l'ouverture vers Ayoub El Kaabi qui va ouvrir à Bilal El Khanous. Attention à cette petite main. Les Marocains qui réclamaient une main sur une remise de Bilal El Khanous, mais ce sont les Camerounais qui repartent en contre. Qui s'élance, le ballon vers le point de pénalty, attention la tête et le but. Ayoub El Kaabi ouvre le score pour le Maroc face au Cameroun. 1-0 pour les Lions de l'Atlas, magnifique corner d'Hakimi et la tête d'Ayoub El Kaabi, le Maroc mène au score. Frappe vers le second poteau, attention, le ballon qui va dans les pieds de Saibari qui frappe. Le Maroc qui double la mise. Ismaël Saibari qui délivre les Lions de l'Atlas. 2-0 pour le Maroc face au Cameroun. Le Maroc a attendu son moment. Il a laissé les Lions indomptables espérer. Et il est venu planter le poignard au moment où il l'avait choisi.
frappé sur la droite. Saïbari qui contrôle complètement oublié au deuxième poteau et qui vient placer sa frappe dans le petit filet opposé. 2-0 pour le Maroc. Le ballon, et c'est c'est terminé. Le Maroc se qualifie pour les demi-finales de sa canne, une victoire pleine de maîtrise. Voilà pour le duel des Lions. Camerounais. Ceux de l'Atlas ont dompté ceux du Cameroun dans la voix de Sofiane Amazian, d'Antoine Grenier et de Joseph-Antoine Bell. Bonsoir, rebonsoir Joseph-Antoine Bell. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Le pays au ski poursuit sa route, s'accroche encore et toujours à son rêve, une ambiance de folie. La manière, cette fois pour les Marocains, on peut leur dire bravo. Les Camerounais, du haut de leur côté, ils auront réalisé une bonne CAN. Mais vous l'aviez prédit dès le deuxième match, le choc face à la Côte d'Ivoire, malgré un bon niveau, un bon visage, un beau visage affiché. Les Camerounais n'avaient pas l'étoffe de champions d'Afrique cette année. Ils ont touché leurs limites ce soir. Oui, malheureusement, mais bon, c'était prévisible. Je le répète, une CAN, ça ne se prépare pas les 2 dernières semaines. Vous ne pouvez pas faire cela sauf à être des génies. Et on attendait de voir si la seule équipe qui avait choisi cette voie-là serait celle qui va gagner la CAN. Ce n'était pas possible. Donc la marche était trop haute pour l'équipe du Cameroun. Maintenant, si on doit juger les uns et les autres, notamment les joueurs et leurs entraîneurs, sur leur performance individuelle, on est obligé à ce moment-là d'affecter le coefficient de difficulté qui tient compte des circonstances dans lesquelles ils sont arrivés là et tout cela. Mais bon, encore une fois, comme observateur, je sais que le trophée, lui, n'a pas de circonstances. La compétition n'a pas de circonstances. Lorsque vous arrivez pour courir votre 100 mètres, si vous n'avez pas bien dormi, c'est votre problème. Si vous ne pouvez pas faire un temps en dessous des 10 secondes, vous serez largué. Donc voilà, vous pouvez toujours vous dire j'avais un petit peu mal à un pied, j'avais la chaussure qui me faisait mal. Bon, ça c'est pour vous, mais la compétition n'a pas d'excuse. Voilà, rattrapé par la réalité sportive. Donc on a dit tout de bien qu'on pensait, vous avez dit tout le bien que vous pensiez, Rémi Ngono, de l'arbitre. Joseph-Antoine Bell a parlé du contexte camerounais sur lequel on ne va pas revenir parce que sinon ça va nous prendre toute la soirée. Néanmoins, quart de finale, une prestation honnête ce soir. Vous retenez quoi? Voilà, c'était le sens de l'histoire. Peut-être que le Maroc passe. Le Maroc était trop fort pour les Camerounais, pour les Lions indomptables ce soir. Le Maroc, soit dit en passant, est la première nation d'Afrique. Le Maroc, parce que les gens voudraient quand même faire comme si les Lions n'ont pas combattu. Et il faut savoir que les Marocains, malgré tout ce qu'on attendait d'eux, c'est 23 fautes. Ils auraient pu être en infériorité numérique s'il n'y avait pas l'arbitre et cela aurait pu changer. Les Marocains, c'est pas que l'arbitrage qui est... Bon, en tout cas, c'est 2 tirs cadrés et 2 buts. Donc, ils n'ont pas outrageusement dominé. C'est 6 tirs dans toute la rencontre. Non, on a senti que c'était inéluctable. Bon, mais attends, Hugo. Nous sommes en train de parler d'une équipe qui est la première à sortir le Portugal et aller en demi-finale. Nous sommes en train de parler d'une équipe... Là, vous parlez du Maroc. Du Maroc. Nous sommes en train de parler d'une équipe qui n'a pas perdu un seul match à domicile depuis 38 rencontres. C'est-à-dire 33 victoires et 5 matchs nuls. Alors, la dernière équipe à battre le Maroc à domicile, c'était le Cameroun. Et c'était le 14 novembre 2009 pour, justement, la Coupe du Monde 2010. Et là, il faut savoir que cette équipe du Cameroun avait quand même des mégastars. Et aujourd'hui, le Maroc a des mégastars. Le Cameroun n'a pas de mégastars. Même quand on a battu le Maroc avec Ben Joseph-Antoine au goal, il y avait quand même Roger Mila devant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à ces enfants et à cette équipe du Cameroun que peut-être elle devait rivaliser avec une équipe du Maroc qui est devenue
quasiment imbattables. N'oublions pas que même pour aller à la Coupe du Monde, ils ont balayé tous les adversaires. C'était 8 matchs avec bien sûr 22 buts, 0 encaissé. Rémi Ngono et Youssouf Moulombou, parce que si on laisse la parole à Rémi, vous n'allez jamais parler, mon cher Youssouf. On peut dire bravo aux Camerounais aussi alors, parce que j'entends que finalement il n'y avait pas grand-chose qui pouvait leur permettre de rêver. Ils n'ont pas fait un mauvais match, ils n'ont pas fait une mauvaise CAN. Non, on peut les féliciter, mais je pense que le Maroc était au-dessus. Après, aujourd'hui, ce que j'ai noté, et c'est un constat qui est favorable au football, c'est que toutes les équipes qui sont courageuses, qui cherchent à jouer un football positif, gagnent, comme on l'a vu avec l'Algérie, comme on le voit avec le Sénégal et comme on le voit avec le Maroc. Donc, c'est bien pour l'Afrique parce que tactiquement, déjà, je sens que ces équipes elles sont un peu plus fortes. Et sur le plan du jeu, toutes les équipes qui ont osé, elles ne se sont pas fait contrer, donc elles ont gagné. Mais un gros bravo quand même au parcours des Camerounais parce qu'ils ont quand même organisé, entre guillemets, cette CAN en 2 semaines avec un nouveau coach. Et ils ont fait un bon parcours. Maintenant, on n'aurait pas voulu que ça se finisse là, quoi. Victor Missistrano sur Facebook, parce qu'on est diffusé en live, en vidéo sur Facebook. On peut vraiment inciter nos auditeurs à ajouter des commentaires. Ils sont déjà nombreux à participer au débat. Vous en doutez, il y en a beaucoup évidemment sur l'arbitrage. Certains s'étonnent que la VAR n'ait pas fonctionné. Mais il y en a aussi qui considèrent que le Cameroun était tout simplement en dessous. Un auditeur qui nous dit: le Cameroun a été perdu en première mi-temps sans réussir à faire 3 combinaisons de suite, ou encore un auditeur fidèle, Archiduc Théodore, qui nous dit que les joueurs camerounais ont eu un problème de mouvement, de déplacement, de passes réussies, de dribbles réussis et d'incursions dans la surface de réparation. C'est vrai, cette équipe du Cameroun, elle n'a pas eu beaucoup d'occasions. Elle n'a pas eu d'occasion d'abord pour 2 choses. Il faut savoir que le système camerounais était basé sur 2 pistons. C'est-à-dire, par exemple, Yongwa et Tchamade. Les 2 se sont retrouvés rapidement out. Alors, l'entraîneur a tenté Dina Ebimbe. Vous avez vu un remplaçant remplacé qui n'était pas vraiment habilité à pouvoir combattre par rapport à l'équipe du Maroc, qui, soit dit aussi en passant, parce que sur le plan athlétique, il faut voir déjà la taille. C'est une équipe qui marque sur des coups de pied arrêtés. Donc, le Cameroun s'est retrouvé en difficulté sur le plan aérien par rapport à ces phases arrêtées qui sont travaillées depuis des années. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsque vous voyez une équipe regroupée comme ça, on savait qu'il fallait cibler 2 joueurs particulièrement. Un, il fallait isoler Mbemo. Il avait toujours 4 personnes derrière lui. Et puis, Carlos Baleba était obligé de descendre un peu plus bas. Et on lui faisait encore de la pression. Il ne pouvait donc pas sortir des ballons. Il a fait l'un des pires matchs de cette compétition. Mais on le dit en creux, et même pas qu'en creux, on le dit clairement depuis le début de l'émission, Joseph-Antoine Bell, le Cameroun, c'est une équipe naissante, quelque part, qui s'est trouvé un peu dans la pagaille, un sélectionneur un peu inconnu au bataillon, qui a finalement fait du bon travail. C'était pas suffisant pour cette CAN. Là, on était un petit peu en mode urgence. Mais est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour enfin travailler sur la durée, comme le fait le Maroc, comme le font les grandes équipes? Hugo, est-ce qu'il a plu sur le Cameroun pour qu'il se retrouve en urgence? Le Cameroun, au sortir de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, s'était déclaré en reconstruction. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du Cameroun? Je crois pas qu'on ait le temps, malheureusement. Voilà, il s'est déjà retrouvé en reconstruction, là, exactement comme l'entraîneur a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait sortir Tchamade et fait rentrer Dina Ebimbe. Et il refait ressortir Dina Ebimbe pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Donc on a entamé la reconstruction après la CAN de Côte d'Ivoire. Et puis là on arrive, on est qualifié, on doit venir là. On décrète une nouvelle reconstruction et on déplore qu'on n'a pas de méga star. Onana est quoi? Il est en Turquie avec bien évidemment beaucoup de buts encaissés. Aujourd'hui, on n'en est pas une star. Il ne joue pas dans... Et quand on a gagné, quand on a gagné en 2017, on doit être quoi? En plus, quand on parle de foot et de gardien de but, je ne veux pas rester à parler avec Rémi Ngono. Très bien. Je vais partir. Très bien, très bien. On lancera le débat une autre fois. On vous remercie surtout de nous avoir fait vivre et nous avoir fait profiter de
de vos analyses au Maroc, mon cher Joseph Antoine Bell. Vous continuez à le faire jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations sur RFI, notre consultant de luxe, grand gardien des Lions indomptables, et qui lui a remporté une CAN dans les années 80 sur les pelouses marocaines. Youssouf Mouloubou, juste un dernier mot. Le Maroc, le premier but, Achraf Hakimi pour la tête d'El Kaabi, et puis Brahim Diaz, 5 buts en 5 matchs, qui marque les stars au rendez-vous, les cadres de cette équipe au rendez-vous, et un match référence pour le pays hôte. Première demi-finale depuis 2004. Exactement, on voit qu'ils ont aussi des automatismes, comme l'a dit Rémi, sur les phases de coups de pied arrêtés. Ils ont été très dangereux, ils ont de la taille. Moi, j'aurais voulu que le Cameroun mette un peu plus de présence physique, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, le Maroc a répondu présent. Ils ont eu un bon pressing pour aller chercher l'adversaire. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Et donc, ils sont qualifiés. Et, on leur souhaite le meilleur pour la suite. Et j'aimerais bien voir un Algérie-Maroc assez chaud. Ça pourrait être l'Algérie, ça pourrait être également le Nigeria en demi-finale un peu plus tard, dans quelques jours, dans la semaine. Et ce sera évidemment à suivre sur RFI. On se projette déjà vers l'avant côté sénégalais avec un duel remporté par El Hadj Malick Diouf. Le premier centre qui traverse la surface de réparation. Il y a Iliman Ndiaye qui était à la réception, mais il n'a pas pu taper dans le cuir. Comme peut-être avec Iliman Ndiaye qui repique, qui transmet à Crépin Diatta. On est dans la surface de réparation. Djigui Diarra qui passe au travers et l'ouverture du score d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui marque son premier but dans la compétition, totalement opportuniste après cette boulette immense du gardien des Young Africans qui a vu le ballon lui glisser sous les doigts, et derrière Iliman Ndiaye, Skiliman est venu botter le ballon au fond des filets, totalement ouvert devant lui. 1-0 pour les Lions de la Teranga. Alors là, les joueurs maliens sont furieux contre l'arbitrage parce qu'un carton vient d'être donné, mais ça nous a complètement échappé j'ai l'impression, à Amari Traoré. Oui. Et ça doit être sur carton rouge même. Ouais, oui, parce qu'il est trop agressif, Amari Traoré, et on retrouve le Amari Traoré qu'on avait vu. On a un carton jaune sorti. Oui, on a un carton jaune, mais il a le même comportement qu'il a. Non, il a sorti le rouge. Il a sorti le rouge, messieurs. Je vous garantis qu'il a sorti le rouge. Sur la contestation. Peut-être, mais il a sorti le rouge. Oui, on le voit. Il y a eu une clameur dans les gradins. Donc a priori, ça semble être un carton rouge. On voit on l'a vu. Il est le très public net. sénégalais, voilà. Réclamerait, s'enthousiasmerait, suite au carton rouge. Parce que là, on est à 70 mètres début d'Edouard Mendy, le ballon dans les mains de Crépin Diatta pour la touche, c'est plié. La remise en jeu de Crépin Diatta, les 3 coups de sifflet d'Abongile Tom, c'est terminé. Le Sénégal restera à Tanger pour la demi-finale, un parcours parfait. Une demi-finale qui a été obtenue grâce à ce but d'Iliman Ndiaye, et puis derrière une gestion des péripéties largement en faveur de cette sélection de Pape Thiaw, notamment ce carton rouge en première période qui a plombé cette sélection des Aigles du Mali, qui pourtant était bien dans son match mais qui a fait preuve de naïveté. Un centre, une boulette du gardien, un but, un carton rouge. Que le football tient à peu de choses, une simple frontière géographique sépare le Mali et le Sénégal. Sur la pelouse de Tanger cet après-midi, la marche des Lions de la Teranga pour dominer les Aigles, elle n'était pas bien épaisse non plus. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde. Oui, plutôt bonsoir. Vous nous avez fait vivre ce jour-ci, dans la journée, la rencontre sur RFI tout à l'heure. Le Sénégal avance en demi et le Mali qui reste à la porte du dernier carré. Et c'est plutôt conforme à la physionomie d'un match un peu tronqué. On l'a entendu, par un carton rouge adressé non pas à Amari Traoré. On a trouvé le coupable entre guillemets, c'est le capitaine des Aigles, Bissouma. Oui, c'est vrai que c'était un peu confus cette action sur le carton rouge de d'Yves Bissouma, un deuxième carton jaune. En fait, et oui, pour revenir à ce que vous disiez en introduction, en toute logique, le Sénégal passe assez tranquillement, mais on va avoir des regrets quand même parce qu'on a eu 20 premières minutes assez intéressantes avec un Mali qui nous a surpris beaucoup moins attentiste que lors de ses premiers matchs, plus agressif aussi,
pas de vraie situation, on va pas vous raconter n'importe quoi, hein, mais petite occasion par exemple pour Lassine Sinayoko à un moment, et puis voilà, ce match bascule sur ces deux faits de jeu, la boulette de Djigui Diarra et le carton rouge juste avant la mi-temps adressé à Yves Bissouma. Derrière, le Sénégal s'est mis en mode gestion, ça ronronnait tranquillement. Il y a une petite alerte devant le but d'Edouard Mendy, mais belle parade de l'ancien gardien de Chelsea sur Ousmane Camara. Beaucoup de contres aussi pour les Sénégalais, très mal négociés. Là, il va falloir bosser la finition d'ici la demi-finale parce que c'était pas génial, même s'il y a eu un bon Djigui Diarra qui, pour le coup, s'est bien rattrapé. Mais voilà, déception sur le scénario du match parce qu'on sent qu'on pouvait avoir une opposition un peu plus intéressante que lors des précédentes rencontres pour le Sénégal. Un Mali un petit peu différent aussi de ce qu'il avait montré jusque-là. Et finalement, ça bascule sur voilà, des petites boulettes, des erreurs individuelles. Encore et toujours un peu la même histoire, Rémi Ngono pour le Mali. Une petite marche pour l'adversaire, il manque quelque chose aux Maliens, pas grand-chose, mais il manque quand même quelque chose. Et le Sénégal, sont trop forcés finalement, passe assez logiquement. Je devrais dire qu'il a manqué beaucoup de choses. Beaucoup. Première chose. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Parce que je crois quand même que même si on regarde sur le papier, le Sénégal est très au-dessus, mais vous ne pouvez pas faire ce qu'un buteur comme Sinayoko a fait. C'est-à-dire il se retrouve pratiquement à 2 mètres de défenseur central, c'est-à-dire il a une avance et il se fait rattraper 2 fois de suite. Et j'ai cru que c'était un camion remorque qui était en train de rouler devant. On parle d'un joueur qui était à 3 buts. Qui était quand même à 3 buts. Mais oui. C'est-à-dire que je comptais énormément sur lui et il m'a déçu aujourd'hui. C'est vrai, l'erreur est humaine. Cette faute de main de Djigui Diarra, ça m'a énervé. Mais en réalité, il fait 9 parades pendant ce match-là. Donc pour moi, j'ai constaté cependant autre chose. C'est que le Mali se met en danger et attend d'être presque tué pour se réveiller. Parce que vous vous rendez compte qu'en première mi-temps, ils n'ont pratiquement rien fait, pas d'occasion. Mais quand ils reviennent à la deuxième mi-temps, c'est eux qui ont la première occasion. C'est eux qui ont beaucoup plus bousculé. Mais Thomas de Saint-Léger disait que quand même ils avaient fait un bon début de match. Donc dire qu'ils ont juste réagi. 15-20 bonnes premières minutes. 15-20 bonnes premières minutes. 15-20 bonnes premières minutes, je ne vois pas. C'est que il y a 2 mauvaises erreurs, 2 mauvaises relances. Par exemple, de Kadidou, qui justement profite à Sinayoko. Il est seul entre les 2 centraux. Donc il file droit au but. Je ne comprends pas à partir de cette chance. C'est-à-dire que c'est une perte de balle. Donc il y a encore finalement, si je comprends bien, Youssouf Moulombou, chez cette équipe malienne, il y a encore cette histoire un peu de naïveté. Le gardien, le capitaine, l'attaquant. Au moment où il faut montrer l'exemple, entre guillemets, les cadres, il y a une faillite, quoi. Alors, vous pensez peut-être qu'il en manque peu, mais moi je pense qu'il en manque tout, justement, pour jouer au foot. Ah, vous êtes sévère. On joue avec 80% du mental et 20% avec le physique. Et je pense que les 80%, ils l'ont pas. Comme l'a dit Rémi, ils attendent d'être mis en danger pour pouvoir justement réagir. Et dans des situations et dans des matchs couperés comme ça paye cash. Après, sur des matchs qui sont à intensité et on est dans un football professionnel, je ne vois pas comment un gardien peut faire une telle erreur. Pour moi, c'était inéluctable pour le... Vous avez joué avec Kidiaba, alors vous avez été habitué à l'excellence aussi. C'est peut-être simple pour vous de parler. Mais, comme j'ai dit, l'erreur est humaine. Si le Mali se retrouve là, c'est grâce à lui. Oui. Et quand vous regardez que le score n'est pas large, c'est aussi grâce à lui. C'est-à-dire que même s'il ne prenait pas ce but-là, il aurait certainement... Allez, partageons un petit peu la parole avec des auditeurs. Vous paraphrasez l'un de nos auditeurs, Cheikh, qui dit les Maliens peuvent remercier leur gardien Djigui Diarra. Donc on veut pas le blâmer, mais on sent quand même qu'il manque des choses. Je suis pas d'accord. Le dit un petit peu. Thomas de Saint-Léger, oui. Non, je suis pas d'accord parce que son erreur, elle change le match, elle change le cours du match, elle change le scénario et que s'il prend pas ce but, peut-être que les Sénégalais se mettent à douter. Toutes les occasions là dont vous parlez, elles arrivent aussi parce que le Mali est à 10 et le Mali est aussi un petit peu à l'abordage. Enfin, ils font avec les moyens du bord.
Mais ils se découvrent forcément, ils essayent d'égaliser. Donc évidemment, en contre, il y a des espaces énormes que d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, les Sénégalais ont très mal négocié, franchement. Alors justement, parlons un petit peu de ces Sénégalais. Thomas, puisqu'il y a une faillite des cadres maliens, qu'en est-il des cadres sénégalais? Sadio Mané, Koulibaly, Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, c'est pas si mal, même si, voilà, on a senti que c'était un petit peu au petit trot quand même. Oui, c'était au petit trot, sans forcer. Vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. C'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui, dans la lignée de leur compétition, ont fait un bon match. Krépin Diatta était dans les bons coups. Défensivement, il était solide aussi. Il avait des clients. Iliman Ndiaye, ça a été le détonateur. Sadio Mané, par intermittence, un petit peu. Pas très présent. Il disparaissait un petit peu du match, puis il revenait avec ces coups d'éclat dont il nous a déjà habitués, mais c'est pas le grand Sadio Mané non plus. Et puis Kalidou Koulibaly, puisque vous l'avez cité, puisque Rémi en a parlé tout à l'heure, moi je l'ai trouvé plutôt inquiétant. Déjà, il passe pas loin d'un penalty très tôt dans le match. 10e minute, c'est Sinayoko qui s'empale un peu sur lui, mais l'action est scabreuse, dirons-nous. Et puis derrière, il y a cette mauvaise relance. Et évidemment, Sinayoko, je suis d'accord, là pour le coup, il n'avait pas toute sa motricité, enfin tout ce qu'il avait montré dans les matchs précédents. Un peu emprunté. Un peu lent. Je l'ai dit différemment, plus élégamment que Rémi. Non, mais c'est vrai que dans les matchs précédents, faut remettre dans le contexte aussi de l'action. Au moment où elle arrive, Sinayoko, 2 minutes avant, reste longtemps au sol sur le contact justement avec Koulibaly. Et je suis pas sûr qu'il soit à 100%. Beaucoup de Maliens d'ailleurs en première période se sont blessés, ont repris le jeu, finalement sont sortis comme Aïdara. J'ai l'impression que physiquement ils n'étaient pas au point. Le fait de jouer en 8e de finale à 10 contre 11 qui va jusqu'au tir au but. C'est ça, c'est que c'était un peu bis joue. repetita en termes de scénario. Ouais. C'était passé contre la Tunisie, c'est pas passé face au Sénégal. Je vous remercie Thomas de Saint-Léger. Vous remercierez Babacar Diarra qui à vos côtés nous a fait vivre et Nicolas Benita. Et Nicolas Benita évidemment pour les moyens techniques. Mali-Sénégal, c'était un petit peu le match que RFI suivait très très attentivement évidemment aujourd'hui, même si on suivait également les Camerounais. Vous inquiétez pas mon cher Rémi Ngono. Un dernier mot sur les Sénégalais. On a beaucoup parlé des Maliens, mais les Sénégalais passent. Moi je trouve que les Sénégalais étaient en gestion. Ouais, ils ont senti qu'ils avaient l'ascendant sur cette équipe du Mali, donc ils ont géré le match. Pour l'instant, c'est un train qui arrive à l'heure, j'ai l'impression. Exactement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais, ils ont senti que ça allait pas être très dangereux de la part du Mali, donc ils ont géré parce que je pense qu'ils se projetaient déjà sur le prochain match. Et je pense que cette équipe va être dangereuse. Elle a gagné en taille patron. Des satisfaits du côté des auditeurs sénégalais qui sont confiants à l'image de Mbaye qui nous dit: le Sénégal n'a pas d'adversaire sur ce tournoi, nous sommes là pour préparer le mondial et prendre cette coupe en passant. Et dans quelques jours, le Sénégal rencontrera soit l'Égypte, soit la Côte d'Ivoire. Ce sera une redite, un remake de la finale de la CAN 2006. Et oui, demain ce sera simplement un quart de finale de l'édition 2025, mais début 2026. Donc voilà, ça fait 20 ans tout pile qui nous séparent de cette finale au Caire. Et devinez qui était là au Caire en 2006 pour disputer cette finale? Les deux sélectionneurs actuels. Et oui, Emers Faé d'un côté, Ahmed Hassan de l'autre. C'est un souvenir douloureux pour Faé et les éléphants de l'autre côté. On s'était imposé au tir au but et on avait lancé une formidable série, à savoir 3 CAN remportées de rang. Ouais, c'est l'Égypte, quoi. Parce que même en 2006, c'était exactement pareil. À la différence qu'ils étaient chez eux. Mais là, l'Égypte, ça a toujours été comme ça. En tout cas, moi, depuis que je les connais, depuis ma première CAN en 2006, j'ai toujours vu une Égypte comme ça. C'est une Égypte qui subit. On a toujours l'impression, dès qu'il y a un contact, qu'on les a amputés. Son football, c'est de déjouer, de punir. Dès qu'ils ont une opportunité. On a regardé l'Égypte version 2025-2026. Mais bon, j'aurais pu remettre les images de 2006, ça aurait été exactement pareil. Sauf que c'est que les joueurs qui changent et le style du maillot qui a changé, mais sinon c'est exactement l'Égypte que j'attendais. On a toujours l'impression qu'ils sont en difficulté et que ça va lâcher, mais ça lâche quasiment jamais. Il faut jamais être en confiance contre cette équipe. Nous avons beaucoup de talent en Égypte et la Côte d'Ivoire aussi. Eux jouent surtout avec des joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays, contrairement à nous, et le niveau n'est pas le même. Mais c'était déjà le cas en 2006. Même si les choses ont beaucoup changé depuis l'époque de Didier Drogba. J'ai gardé de bons amis au sein de cette génération ivoirienne. Cette année, il y aura encore beaucoup de talent sur le terrain, ça ce n'est pas une histoire de génération. Nous avons des joueurs parfaitement adaptés au foot moderne. Nous allons proposer du jeu version 2026 et non 2006. Et ça sera très visible sur le terrain.
Osama Hassan, hein, j'ai écorché le nom du sélectionneur qui fait partie de cette génération dorée des Égyptiens, 3 fois champions d'Afrique, 2006, 2008, 2010, qui étaient pénibles à l'époque, qui ont laissé de mauvais souvenirs a priori à Emers Faé. On les a amputés dès qu'on les touche, et a priori ça n'a pas beaucoup changé, nous dit le sélectionneur ivoirien. De l'autre côté, son homologue dit que non, c'est pas tout à fait vrai. Vous en pensez quoi, et surtout est-ce que c'est un piège, Rémi Ngono, pour les tenants du titre, les Ivoiriens, cette Égypte en quart de finale de la CAN 2025? C'est un gros piège parce que cette Égypte n'est pas comme les autres Égyptes. C'est-à-dire l'Égypte se retrouve pas seulement avec Mohamed Salah, mais plutôt avec Marmouche. Et au-delà de ça aussi, vous avez des Trezeguet. Ils peuvent en faire encore d'autres pistons, enfin d'autres fléchettes. C'est pour ça que l'Égypte aujourd'hui est une équipe qui ne se croqueville pas tout simplement pour attendre, mais une équipe qui peut vous faire mal, que ce soit en phase de transition ou même en phase de possession. C'est pour ça que cette Égypte-là, aujourd'hui, peut être une équipe joueuse. Mais elle a aussi perdu seulement sur le plan de l'assise défensive. Parce que généralement, avec l'Égypte, on savait que vous aurez la balle, vous allez faire tout ce que vous voulez, et tout ça. Et puis l'Égypte, une seule petite occasion, elle vous marque le but, et vous revenez sur cette Égypte-là, vous ne parvenez pas à remporter. D'ailleurs, un proverbe africain, et comme même français, disait toujours que ça ne sert à rien de frapper sur un fer qui est froid. Donc, c'était ça l'Égypte. Moi, aujourd'hui, l'Égypte, c'est un fer chaud. Donc, rapidement, aussi vrai qu'ils peuvent vous faire mal, transpercer la défense, aussi vrai leur défense peut être transpercée. Et si on regarde aussi le côté de la Côte d'Ivoire, certes, les équipes qui ont souvent gagné n'ont pas réussi de pouvoir aller un peu plus loin. Mais L'Égypte comme l'Égypte, justement. Mais si on regarde quand même aussi, pour les 10 dernières CAN, voire ceci et cela, vous voyez que sur les 5 dernières, la Côte d'Ivoire a peut-être 2. Ce qui signifie que c'est une équipe qui est beaucoup plus en progression constante que l'Égypte. Parce que la Côte d'Ivoire, on va pas refaire l'histoire, mais d'il y a 2 ans, c'est un miracle, tout simplement, et permanent, notamment face à la RDC. Je suis désolé, mon cher Youssouf. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Emers Faé, le pompier de service, c'est devenu un vrai patron d'une équipe, d'une mécanique qui roule parfaitement huilée, et qui, pour l'instant, un peu comme le Sénégal, a l'air de dérouler tranquillement, avec au passage un groupe compliqué, celui du Cameroun. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on attend demain? Que la Côte d'Ivoire assume son statut? Alors justement, premier piège et premier vrai test. Non, mais je rejoins ce que Rémi a dit, ça peut être un véritable piège, parce que l'Égypte de 2006 n'est pas celle de 2026, avec Marmouche, Trezeguet, Mohamed et Salah. Ça va très vite devant. La Côte d'Ivoire a des individualités qui sont aussi très fortes, Diomandé, Hamad. Donc offensivement, il n'y a pas de souci. Après, c'est plus défensivement pour l'Égypte où on peut se poser des questions de savoir comment justement elle va répondre aux questions que vont lui poser cette attaque de la Côte d'Ivoire. Mais je vois Vous la Côte pensez que les d'Ivoire, éléphants quand vont y même, arriver? je vois sur le plan de vue psychologique et le fait aussi qu'ils soient des tenants en titre, je les vois avoir un aspect assez positif sur ce match-là. Victor Missistrano, des supporters ivoiriens sur notre page Facebook. Supporters ou pas, en tout cas, on est impressionné dans le chat. On a un auditeur, June, qui nous dit les Ivoiriens sont l'équipe la plus surprenante de cette CAN. Un autre auditeur nous parle du collectif ivoirien qui fait vraiment ses preuves. Voilà, il n'y a pas forcément que des individualités, mais c'est une équipe qui tourne bien, cette équipe des éléphants. Et avant Égypte-Côte d'Ivoire à Agadir, il y aura Algérie-Nigeria à 16h, tour universel demain du côté de Marrakech, également à suivre en direct en intégralité sur RFI. Et petite consolation pour les Maliens qui nous écoutent, un aigle pourrait rejoindre le dernier carré, mais avec les super aigles, les super Eagles. Eric Schell sur le banc du Nigeria, il peut s'appuyer sur une attaque de feu. Osimhen, Lookman, 12 buts inscrits depuis le début de la CAN en tout. Personne ne dit mieux sur le plan collectif, mais Eric Schell, lui, il le dit franchement, il se contenterait d'un peu moins. Le but, c'est de passer en demi-finale.
Peut-être que ça sera un match où il y aura beaucoup de buts, c'est difficile à prédire. Je veux juste rester fidèle à notre projet de jeu jusqu'à maintenant, à notre identité, à mes joueurs aussi. Alors si on doit gagner en marquant beaucoup de buts, on le fera. Mais si on doit jouer prudemment pour conserver notre avantage, on le fera aussi. Ça va être un grand match entre deux grandes équipes et je peux vous assurer que la motivation et l'état d'esprit nécessaires sont bien là dans le groupe. Et peut-être qu'à la fin, ça se terminera bien pour nous. Eric Schell au micro de Cédric De Oliveira que vous retrouverez demain sur RFI. Algérie-Nigeria. L'Algérie, les Fennecs, ils ont moins marqué malgré les 3 réalisations de Riyad Mahrez. Ils ont dominé, désolé mon cher Youssouf, la RDC sur un fil, bien plus sûr. Qu'un fil, à la dernière minute en 8e de la prolongation. Votre cœur épanchera. Non, par contre, ils ont laissé beaucoup d'énergie. Mentalement et physiquement, je pense qu'ils ont été jusqu'au bout du bout pour aller chercher cette victoire. Donc ça, c'est une clé par rapport à un Nigeria qui, lui, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, n'a pas eu beaucoup de problèmes. Exactement. Et pour le coup, Lucas Zidane va être testé. Parce que je pense qu'il n'a pas été testé depuis le début de la compétition avec cette attaque de feu qui est composée de Lookman et Osimhen, s'il s'accorde bien sûr. Vu les ce qui n'est pas toujours évident. Je pense que le Nigeria sera très dangereux demain. Mais je pense qu'on va voir un Algérie quand même un peu plus fatigué qu'auparavant. Bon, Rémi Ngono. Je ne pense pas que l'Algérie sera très fatiguée, d'autant plus que l'Algérie doit se racheter. Vous savez que les 2 dernières CAN, l'Algérie est pratiquement passée à côté. Et là, l'Algérie retrouve quand même des éléments qui sont un peu cohérents. Quand vous regardez Amoura, même... D'ailleurs, même pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il est devant Salah avec 10 réalisations. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qui est capable de pouvoir faire beaucoup de choses. Et quand vous regardez, même si Riyad Mahrez aujourd'hui joue des bouts de match, mais on se rend quand même compte que, certes, il perd un peu de l'énergie à partir de la 60e minute, mais il est très important. Moi, je dis que cette équipe d'Algérie peut être très, très dangereuse. Parce que les aigles, c'est bien de le dire toujours. Mais vous avez vu comment est-ce que les léopards ont réussi à les éliminer. Tout le monde disait, c'est les aigles. On voyait bien évidemment que, c'est Osimhen, on voyait Lookman, on voyait tout ce monde-là. Mais en fin de compte, lorsque vous regardez aussi ces aigles-là, ils n'ont pas aussi été imposants. C'est vrai que dernièrement, on a vu une attaque de feu devant le Mozambique qui était désorganisée. Mais face à une équipe qui sera organisée comme l'équipe d'Algérie. On les a vus aussi face à la Tunisie, c'est un peu plus organisé quand même la Tunisie. Mais, et puis il y a autre chose, c'est que ces aigles ont fait justement aussi comme les équipes parfois du Cameroun pour demander les primes, pour ne pas s'entraîner et pour ceci et cela, mais finalement, donc moi j'ai bien peur que ces gens-là se retrouvent avec l'Algérie qui est en train de les calculer comme ça là, et puis voilà, l'aigle, allez, poum, on coupe le cou. Bon, bien évidemment, ils vont certainement se battre, comme un proverbe africain dit aussi, que quand on a déjà coupé la tête du coq, et continue la danse sur la cour. Vous n'êtes pas un voisin très gentil quand même avec les Nigérians et même Youssouf Mouloumbou qui aurait toute raison de les encourager finalement. Vous n'êtes pas plus fervent que ça. Bon, tant pis pour Eric Schell et ses super ailes qu'on suivra face à l'Algérie. Le vainqueur, ce sera face au Maroc. C'est vrai qu'on imagine quand même ce que donnerait un Maroc-Algérie. Exactement. Et on se dit que ça pourrait être pas mal à raconter sur RFI, la CAN sur la radio du monde, dans Radio Foot bien sûr. 2 quarts de finale, donc les 2 derniers à suivre demain samedi, les demi, les finales, la petite comme la grande bien sûr. Mais en attendant, il faut savoir que le ballon continue de rouler ailleurs dans le monde. En Arabie Saoudite, notamment, le temps d'un classico. Rien que ça. Alors voilà, il nous reste quelques minutes pour en parler. Oui, c'est ça, le pouvoir de la CAN. On prend que quelques minutes pour vous parler d'un Barça Real. Les 2 équipes ont sorti en demi-finale, respectivement, donc le Barça de l'Athletic Bilbao, le Real l'Atlético de Madrid et à Jeddah. Ce sera dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne. Voilà, 2e classico de la saison. Le premier avait été remporté au Bernabéu par le Real, 2-1. Il y en aura un autre en mai, du côté du Camp Nou. Rémi Ngono, on se dit
que c'est un peu plus qu'une super coupe d'Espagne, parce qu'on s'en fiche un petit peu de ce trophée. C'est véritablement le coup d'envoi d'une deuxième partie de saison qui s'annonce palpitante. Pour l'instant, le Barça est en tête en Liga, mais le Real n'a pas dit son dernier mot. Les deux équipes sont assez en forme, elles enchaînent les victoires, surtout le Barça depuis fin novembre. Et puis, il y a la Ligue des Champions. Bref, on se dit qu'il faut le suivre, ce classico de dimanche. Oui, ce sera très intéressant dans la mesure où chaque équipe veut se venger. Il faut savoir que la saison dernière, eh bien, le Barça gagne quand même 2 coupes face au Real Madrid. Et là, le Barça, qui était habitué déjà à venir humilier le Real à domicile, se fait quand même battre et surtout même humilier, parce que la façon qu'on a vu le Real jouer. Mais là, actuellement, j'ai quand même vu une équipe du Barça qui pratiquement a marché sur son adversaire pendant que le Real a beaucoup souffert face à Atlético. C'est vrai aussi que le Real était privé de Kylian Mbappé qui a voyagé. Donc, c'est un match qui sera très équilibré, très engagé parce que aujourd'hui, les trophées sont très importants et aucun classico n'est à négliger. On ne le dit pas souvent, mais le calendrier est relativement bien fait. On peut le dire cette fois, parce que au moins les fans en Afrique, ils n'auront pas à choisir entre la CAN et un classico. Donc on imagine qu'ils vont pouvoir faire une petite pause dans la CAN pour aller suivre ça. Youssouf Mouloubou, vous voyez comment vous ce Barça-Real, ce Real-Barça qui lance un petit peu quand même la deuxième partie de saison. L'année dernière, le Barça a fait carton plein. Donc je pense que le Real a à cœur de se venger tout simplement. Et ça va mieux, on a l'impression. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça va mieux. Rodrigo qui retrouve des couleurs, Valverde aussi qui retrouve des couleurs. Il commence à... La mayonnaise et Vinicius qui n'a pas marqué depuis 18 matchs. La mayonnaise qui commence à prendre. Donc je pense que avantage Real quand même. Vu que Xavier Barré n'est pas là, donc voilà, je vais en profiter pour dire avantage Real. Ça va falloir qu'on rééquilibre les forces dans le café des sports là. Ce tapis rouge déroulé à Rémi Ngono, ça ne va pas du tout. Peut-être du rééquilibrage sur notre page Facebook, parce que j'imagine que un classico, ça fait réagir. Exactement, vous imaginez. Justement, on a Robson qui vous contredit, puisqu'il nous dit le Barça va refaire ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui s'interrogent quant à la présence ou non de Kylian Mbappé. Alors, on annonçait qu'il aurait 3 semaines d'indisponibilité. Là, il se murmure qu'il pourrait éventuellement entrer en cours de match. Forcément, ça changerait quelque chose, on imagine. Bien sûr, c'est un atout. Il avait marqué. C'est un atout incontestable. Du premier classico. Et j'espère qu'il sera sur le terrain, vu qu'il marque souvent contre le Barça. Face au Barça, Mbappé c'est le corps, Barça c'est la poule. Donc on sait comment ça se termine toujours avec des œufs qui sont pondus de l'autre côté. Donc avec Mbappé, déjà une chose est sûre, c'est que le Barça ne peut pas jouer totalement sa défense si haute. C'est ce que j'allais dire. Et donc du coup, ils ne peuvent pas... Il est révolu le temps des 8 hors-jeu dans un même classico. Là, c'était vraiment oui, parce ancienne. que c'était l'histoire ancienne. Il n'était pas encore... il n'était pas dedans, il ne connaissait pas le système Barça. Il n'était pas imprégné, c'était son premier classico. Et Hansi Flick était en train de surprendre tout le monde avec ça, parce que personne ne connaissait ce système qu'il avait essayé déjà dans les laboratoires du Bayern. Donc finalement, il a beaucoup plus appliqué ça au niveau du Barça. Aujourd'hui, ça ne prend plus beaucoup. Mais ce Barça, je devrais le dire, le reconnaître, c'est un Barça qui reste très très dangereux sur le plan offensif. Quand on essaie de regarder aujourd'hui, qui sont presque à 58 buts inscrits, nous ne sommes pas à la fin de la saison, nous sommes à la moitié de la saison. Vous êtes sûr que ça va ? Rémi Ngono, vous venez de dire du bien du Barça, c'est un petit peu étrange. Je suis juste un homme honnête. C'est le Cameroun qui est tombé. Non, c'est parce qu'il est tard, parce que c'est un café des sports un peu spécial, il est tard, mais ça reste un café des sports. Youssouf Mouloubou, Rémi Ngono, Victor Missistrano, vous savez ce qui se passe dans le café des sports. Quand on approche de la fin de l'émission, les habitués sont en place, vous en l'occurrence, et puis les habitudes, elles doivent être respectées. Place au carton. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Un carton vert aux Lions de la Teranga du Sénégal qui viennent de décrocher le ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, amenés par des joueurs emblématiques tels que Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Iliman Ndiaye et j'en passe. Pourvu que cela continue jusqu'au soir du 18 janvier afin qu'on puisse inscrire une seconde étoile sur le maillot. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Salut Radio Foot. Bakar Zetsubo et Bamako Mali. Carton rouge au sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fiet.
pour ses choix des hommes et ses choix tactiques. Vraiment, ce groupe possède des joueurs talentueux qui peuvent produire du beau jeu et s'en sortir. Mais lui, il a misé beaucoup sur la défensive. Vraiment, ça marche souvent, mais pas tout le temps. Bonsoir, RFI, c'est Kokomo Gédéon depuis les Burundi. Je voulais donner un carton vert à nos léopards de la RDC. On a été éliminés, mais on avait quand même une bonne équipe. On garde les caps sur les barrages dimanche prochain. Salut à toute l'équipe de Café Sport. Pour cette semaine, je donne carton vert à Amad Diallo, le Messi ivoirien, pour son super match face au Burkina Faso. Carton vert à lui. Ciao, ciao. En filant Bailly à Yamsoukro, j'adresse un carton rouge à l'arbitrage VAR de cette CAN. Franchement, c'est pas du tout fameux. On espère que ça va s'améliorer pour les quarts de finale et pour la suite de la compétition. Merci et bonne émission. Salut Radio Foot, salut, moi c'est Moussa Kézus depuis le Congo, Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Mon carton, il est vert à monsieur Raphaël Diaz de Loli et l'entraîneur Hansi Flick, l'homme de finale, l'homme qui n'a jamais perdu la finale. Rémi Ngono, préparez-vous, après le dimanche, quel sera ton proverbe africain? Bonsoir Radio Foot International, je suis Jérémy Kessouani depuis Lomé. Je donne carton rouge à Xavi Alonso qui met toujours son équipe en difficulté après cette tactique de remplacement. Radio Foot, Café des Sports, bonjour, moi c'est Sylvie Gertrude depuis Fatma au Congo-Brazzaville. J'aimerais donner un carton vert, un double carton vert au Real Madrid pour ces 2 victoires. Ensuite le dimanche, lors du match Real Betis et hier, lors du match Atlético, je suis hyper contente pour ces 2 victoires. C'est pourquoi je leur donne un carton vert comme le gazon. Rémi, on se prépare pour le dimanche. Bienvenue à tous, bonne suite d'émission. Bye. Confirmation, nos auditeurs ont des obsessions. Le Classico, le Real, le Barça et Rémi Ngono. Rémi, votre carton? Carton vert à David Pagou, qui, faut-il le dire, avait été sélectionneur pour pied de service sélectionneur des Lions Indomptables, qui avait été envoyé en brousse par le ministre des Sports et qui est revenu comme un sapeur-pompier. Le résultat, là, il peut être éliminé. Mais au moins, on parle de reconstruction parce qu'il a pris des jeunes. Et deuxième des choses, lorsqu'on regarde le classement FIFA, le Cameroun est l'équipe qui a eu la plus grande progression, c'est-à-dire plus 12. Donc, plus 12 places gagnées. Donc, quand on essaie de regarder par rapport aux autres équipes, c'est 42 points et poussières par rapport aux adversaires que le Cameroun a rencontrés. Donc, ne serait-ce que ça fait déjà du bien au Cameroun qui était en train d'aller vers les 15e, 20e places. Donc, on a gagné sur le classement FIFA. On est allé jusqu'en quart de finale alors que lors de la dernière CAN, on était en 8e de finale. Et il y a donc un proverbe africain qui dit « Mieux vaut un petit poisson dans la main qu'un gros cafard ». Youssouf Mulumbu, là, il vaudrait mieux un petit carton parce qu'on est pris par le temps. Carton vert, oui, pour les léopards du Congo. Malgré l'élimination, on a encore les barrages de la Coupe du Monde en mars. Et effectivement, il faut y penser. Peut-être la RDC, 10e pays africain, aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la Coupe du Monde. Notre carton vert à Victor et à moi, Radio Foot, l'équipe des remplaçants qui salue l'équipe des titulaires. A prêché pour sa paroisse. Exactement. Et nous, Radio Foot qui a été en direct de la CAN toute la semaine et puis qui revient à Paris. Pour vous, merci de nous avoir écoutés, regardez sur RFI. Merci Claude Battista et Laurent Philippot à la réalisation. Très bonne soirée sur RFI. Merci à tous.